Solidaire m'a invité pour parler de la négociation locale de mon syndicat, Indigo. On est affilié à la CSN, de la campagne 15 + aussi. Je fais un mémoire en relations industrielles sur le 15 $ de l'heure aux États-Unis et les impacts du mouvement sur la revitalisation syndicale des syndicats américains. Donc, je vais essayer de dégager les perspectives du mémoire, puis de vous les partager parce que c'est des enjeux qui vont toucher aussi la lutte au Québec. Donc, je vais commencer avec le résumé un peu de ma négociation. Mon syndicat, c'est un syndicat de travailleurs dans les stationnements. Donc, Indigo, c'est une compagnie multinationale qui fait de la gestion de stationnement. C'est une compagnie qui fonctionne sur le modèle de la sous-traitance. Donc, on ne possède pas les stationnements en tant que tel. Ça a deux conséquences, en fait, ça. La première, c'est qu'il y a seulement une petite partie des profits qui va dans les poches d'Indigo. La majorité des profits va plutôt dans les poches des propriétaires des terrains de stationnement. L'autre conséquence, c'est que ça fragilise le lien d'emploi, étant donné que un contrat peut changer et qu'il y a des jobs qui peuvent se perdre à ce moment-là. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a amorcé des négociations. Comme toute négociation collective, on a commencé par bâtir un cahier de revendications et nos demandes syndicales. La principale préoccupation de mes membres, c'était le faible revenu, parce qu'on est à côté sur le salaire minimum. Donc, dans ce contexte-là, on a présenté un peu la lutte américaine pour le 15 $ de l'heure aux travailleurs et aux travailleuses, projet auquel ils ont adhéré. Donc, nos revendications salariales au début de la négociation, c'était de porter l'échelle salariale de 14 à 17 $ de l'heure. Avant, on était à 10 et 85, donc 10 sous en haut du salaire minimum. Donc, les négociations débutées, normatives, ça s'est bien passé. Comme toutes les négociations, ça l'accroche sur le monétaire. On a tenu un vote de grève qu'on a remporté à 90%, moyen d'action de visibilité. On a dû tenir une grève d'une demi-journée. Rapidement après, conciliation, discussion avec l'employeur, on arrive à une entente. Je fais ça très rapidement. Nous, pendant la négociation, on avait mis de l'eau dans notre vin un peu. Notre dernière revendication à ce moment-là, c'était d'atteindre le 15 $ de l'heure indexé en 2021. Donc, on proposait à l'employeur une convention de 5 ans. Ça représentait 20 % d'augmentation, donc 4 % par année. L'employeur a donné son accord pour une convention de 4 ans à 4,4 % par année. Donc, pour les 2 premières années, on a plus que le taux d'augmentation qu'on demandait, en fait. Mais par contre, l'envers de la médaille, c'est qu'en 2018, il faut recommencer la lutte. Mais on a quand même fait presque la moitié du chemin pour atteindre le 15$ indexé en 2021, notre objectif. L'aspect important, c'est le 15 $ de l'heure comme outil de mobilisation. Donc, pourquoi le 15 $ de l'heure, ce n'est pas une revendication comme les autres? C'est que le 15 $ de l'heure, c'est une revendication qui a une assise morale. Ce n'est pas comme un montant arbitraire pour lequel on va se battre et négocier. Souvent, dans le cadre des négociations avec un employeur, l'employeur arrive à imposer l'espèce de cadre idéologique des négociations puis des discussions. Donc, les discussions se font autour de tel barème, ils posent les jalons de la discussion, puis les syndicats sont un peu pris pour... ils ont le bras dans l'engrenage, ils sont poignés pour négocier là-dedans. Mais le 15 $ de l'heure, ça crée une autre sorte de logique. Ça permet aux travailleurs de sortir de la logique comptable des employeurs, taux de profit, masse salariale, rentabilité, pour imposer une logique qui est tout aussi valide, qui est celle de vivre dignement. Puis, ça fait en sorte que, avec l'étude de l'IRIS pour laquelle les travailleurs ont été informés, ils croyaient en leur revendication, puis ils croyaient que c'était le plancher nécessaire pour eux. Donc, sans la revendication du 15$ puis le mouvement pour le 15$, on n'aurait pas, en tout cas, je pense pas qu'on aurait eu les reins assez solides pour négocier aussi longtemps, puis fronter de boss comme ça. Ça, c'est pour ma négociation locale. L'autre aspect, c'est 15+. Je participe à cette coalition-là depuis sa création. C'est une initiative d'alternative socialiste. Notre objectif avec 15+, au départ, c'était d'amener le 15$ sur le débat dans la place publique, puis faire en sorte que les grandes organisations de défense des travailleurs, les groupes populaires, reprennent la balle au bon, si on veut, puis reprennent la revendication puis la portent. Donc, en ce sens, on a assez bien réussi parce qu'on est parmi les premiers groupes qui avons commencé à faire de l'affichage puis des activités là-dessus. On n'a jamais entretenu l'illusion de diriger un mouvement national ou une campagne nationale. On sait qu'on n'a pas les ressources financières pour ça, puis on a un groupuscule de gauche. Là, donc, on sait c'est quoi nos limites, mais on sait aussi c'est quoi nos forces. Puis nous, ce qu'on voulait faire, c'était d'amener le débat puis l'amener avec des bons arguments. Donc, actuellement, là, c'est ça, on continue de participer aux activités publiques. Puis on continue de participer au niveau de la stratégie et des discussions qui entourent ça.
Mon syndicat a rejoint 15+, le syndicat du Vieux-Port de Montréal aussi, qui ont été en grève longtemps. Bon, le rôle le lien entre les syndicats et la campagne, je ne peux pas parler pour le syndicat de Montréal, mais ce que je sais par exemple pour le syndicat de Montréal, c'est que le fait qu'il est en grève, ça a libéré des militants dans le fond. Puis, à eux seuls, ils ont réussi à faire signer 9000 signatures, je pense. Donc, ça c'est pour Montréal, le syndicat du Vieux-Port. Le nôtre, en fait, ça a été un facteur de mobilisation, ça l'a fait sentir aux travailleurs qu'ils n'étaient pas seuls, que ce n'était pas juste un enjeu de négociation locale, mais un enjeu social, un enjeu national, même nord-américain. Puis, il y a des camarades de 15+, qui ont fait de la mobilisation sur les terrains de stationnement, distribué des tracts, des stickers, puis qui ont fait signer la pétition. Donc ça, c'était pour 15+. Malheureusement, je n'ai pas de tract ni de documentation. Mes camarades aujourd'hui sont allés à Trois-Rivières, si j'ai bien compris, faire des actions là-bas, puis ce soir, ils n'ont pas tous pu se présenter. Mais, en tout cas, la troisième section de ma présentation, c'est par rapport à mon mémoire en relations industrielles. Donc, comme je le disais, j'étudie les campagnes pour le 15 $ de l'heure américaines dans leur effet sur la revitalisation des organisations syndicales. De ça se dégagent des pistes, des aspects à approfondir, de réflexion qui nous concernent nous aussi. Donc, je vais en amener 3 ce soir. La première chose à dire sur le 15 $ de l'heure aux États-Unis, c'est que ce n'est pas un signe de force des organisations syndicales, c'est plutôt un signe de faiblesse. La seule raison pour laquelle les organisations syndicales ont emboîté le pas pour le 15 $ de l'heure, c'est parce qu'ils étaient incapables de négocier des conventions collectives avantageuses pour leurs membres, parce qu'ils n'ont plus le même rapport de force qu'il y avait. Aussi, les organisations syndicales sont plus capables de renouveler leur membership. Il y a une hémorragie dans le secteur manufacturier, donc le nombre de membres diminue depuis les années 70, même avant. Donc, ils ne sont pas capables de syndiquer les nouveaux secteurs en croissance, donc le secteur des services privés. Puis c'est exactement ce secteur-là qui est ciblé par les campagnes pour le 15$. Donc, ça ne veut pas dire que ces campagnes-là qui ont réussi ne sont pas des succès. Je disais que c'était un signe de faiblesse. C'est quand même des réussites, mais c'est paradoxal de noter que c'est des réussites qui ont été rendues possibles justement à cause de l'état d'alarme dans lequel le syndicalisme américain était et a été obligé de se remettre en question et de renouveler ses pratiques. Je vais sortir mes notes. Donc, l'autre aspect positif là-dedans, c'est que le processus de revitalisation syndicale, ce n'est pas un processus qui est linéaire, c'est un processus qui fonctionne un peu en dents de scie, puis ça se vérifie historiquement. L'accumulation de pouvoir syndical, ça se fait à des moments forts de la lutte, autour de revendications précises qui porteuses. Et des exemples de ces revendications, ça a été par exemple la journée de 8 heures, la syndicalisation des secteurs industriels sous le CIO dans les années 30, qui a vraiment pris la forme d'un mouvement social. Au Québec, on a le mythique Front commun de 72 avec la revendication de 100 $ par semaine. C'est 3 exemples de revendications et de luttes structurantes pour le mouvement syndical, duquel le mouvement syndical est ressorti plus puissant. Le 15 $ de l'heure, c'est une revendication large qui a le potentiel de jouer le même genre de rôle à certaines conditions. C'est pour ça que c'est important de l'étudier, parce que le déclin du syndicalisme américain est tel que la question de la revitalisation est urgente. Donc, l'idée générale, c'est de concevoir le 15 $ de l'heure, donc pas comme un simple objectif économique la fin des temps, là, mais c'est plutôt une étape d'un long processus de revitalisation et de contre-offensive du mouvement social après des décennies d'austérité néolibérale. Donc, le premier des 3 aspects que je voulais relever ce soir pour nourrir la discussion, c'est la syndicalisation. Donc, comme je le disais, le mouvement syndical américain est en déclin. Les syndicats américains qui participent au 15 $ de l'heure ne le font pas seulement par charité, ils le font aussi pour développer des liens dans des secteurs où est-ce qu'ils n'ont pas d'entrée, puis essayer de pallier à la perte de membres du secteur manufacturier. Ce n'est pas de l'opportunisme ni du corporatisme, c'est vraiment une façon de sauver le mouvement syndical à terme. Ça, c'est l'aspect économique. En syndiquant d'autres établissements, on finance le mouvement et on permet de mener les campagnes dans le futur. Mais aussi, il y a l'aspect subjectif, dans le sens où un mouvement social aussi important puisse-t-il être, les militants qui y prennent part accumulent de l'expérience. Mais pour faire en sorte que cette expérience-là soit canalisée dans le mouvement syndical, puis puisse rebondir sur d'autres campagnes, il faut l'enfermer dans un environnement qui permet ça, parce qu'un mouvement large qui gagne ou qui perd, après ça, l'expérience accumulée peut se dissiper. On l'a vu un peu en 2012 au Québec.
En créant des syndicats locaux, qu'on gagne ou qu'on perde, l'expérience, elle ne sera pas perdue. Les militants du Vieux-Port, même s'ils ont tenu longtemps une grève et qu'ils n'ont pas atteint leur objectif, l'expérience qu'ils ont obtenue en menant la lutte, elle ne sera jamais perdue, on ne pourra jamais leur enlever. Puis pour tous les enjeux qui vont toucher leur syndicat, ben, ils vont être plus capables de réagir, puis ils vont être capables aussi de participer aux prochaines campagnes. Donc un syndicat local, c'est important financièrement pour le mouvement syndical, mais c'est aussi important subjectivement au niveau de l'accumulation de l'expérience. En fait, c'est fondamental. Un autre aspect, c'est comprendre que, comme je le disais un peu plus tôt, le 15 de l'heure, ce n'est pas une simple revendication économique, c'est juste une étape, c'est une manifestation d'un processus qui est plus long. Puis la revendication de fond en arrière du 15 de l'heure, c'est l'idée selon laquelle un travailleur ne doit pas vivre dans la pauvreté. Donc, cette revendication-là est présente depuis les années 90 aux États-Unis. Puis, bien sûr, personne ne doit vivre dans la pauvreté, mais particulièrement les travailleurs, parce que quand on travaille, on vend notre force de travail, les patrons font des profits, c'est pas normal que nous, on soit obligés de vivre dans la pauvreté dans ce contexte-là. Donc, là, je vais faire un peu une courte historique du mouvement américain. Ce qui va se dégager de ça, ça va témoigner en fait que le 15 de l'heure, c'est vraiment juste une des manifestations de cette vague de fond-là qui est en train de renouveler le mouvement ouvrier. Donc, dans les années 90, avec la montée des mesures néolibérales, puis le fait que l'idéologie néolibérale a réussi à gangréner toutes les sphères de pouvoir politique, y compris le pouvoir municipal, bien, les politiciens municipaux aux États-Unis ont commencé à appliquer des mesures d'austérité puis des mesures d'assainissement des services publics. Donc, dans plusieurs villes, ça a fait augmenter le taux de chômage, puis ça a transféré des emplois bien payés et syndiqués de la fonction publique vers des sous-traitants privés avec des salaires de misère. Puis, la première ville où une campagne pour un salaire décent est apparue, c'est Baltimore. Donc, là-bas, il y a eu une augmentation de la fréquentation des organismes communautaires et caritatifs, par exemple pour l'aide alimentaire, suite aux vagues de privatisation. Puis c'est à ce moment-là que les groupes communautaires et les organisations syndicales se sont mis en contact pour essayer de voir quoi faire pour arrêter ça. Donc c'est la première coalition pour instaurer un salaire décent au niveau municipal aux États-Unis. C'est à ce moment-là que ça a débuté. Ils ont mobilisé directement les travailleurs touchés par ces privatisations-là. Puis en 1994, Baltimore a adopté le premier règlement Living Wage aux États-Unis. Living Wage, c'est la traduction pour salaire décent. C'était un règlement limité. Autrement dit, ce que la coalition voulait, c'était que tous les travailleurs sur le terrain de la ville gagnent un living wage. Ce qu'ils ont obtenu plutôt, c'est que les sous-contractants de la ville, en fait, les entreprises qui essaient de sous-contracter des services publics ne puissent pas obtenir de contrat à condition de payer le living wage aux travailleurs. Donc, ça se limitait vraiment aux travailleurs municipaux. Mais c'était néanmoins une victoire, même si elle était limitée, puis ça a été étendu à d'autres villes. D'autres villes où les revendications ont été plus ambitieuses, où le living wage a été étalé pour tous les travailleurs vraiment de la ville. Ça, c'est dans les années 90. Ça a continué de s'étendre aux États-Unis jusqu'à la crise de 2008. Un moment auquel où le mouvement s'est écrasé parce que les capitalistes eux-mêmes n'avaient plus l'argent pour financer ça. Mais ça leur bondit avec le mouvement Occupy Wall Street en 2011. C'est à ce moment-là que le SEIU, au Québec c'est le SQUES, ont réussi à reprendre la balle au bond de ce relan de mobilisation-là, puis à organiser les travailleurs des fast-foods au travers d'organismes parasyndicaux, dont j'oublie le nom. Mais c'était pas des travailleurs syndiqués nécessairement. Leur fast-food n'était pas syndiqué, c'était comme un réseau de militants. Puis ce réseau de militants-là, c'est à ce moment-là qu'ils ont relancé la lutte pour le living wage. Et le living wage était calculé selon certains indicateurs de consommation, là, un peu comme l'IRIS a fait au Québec. Le 15 de l'heure, c'était pas ça son origine. En fait, il y avait l'ancienne revendication du living wage qui traînait depuis quelques années. Je ne me rappelle pas c'était quoi le montant, mais c'était dans l'ordre du 11$ de l'heure. Puis les travailleurs se disaient, ça donne quoi? Là, on se bat depuis des années et on n'est pas capable d'atteindre le 11$ de l'heure. Là, ils ont décidé de donner un coup de barre. Il y a quelqu'un en Assemblée générale qui s'est dit, moi je propose 20$. Fait que là, l'Assemblée a dit, t'es un malade. Bon, je ne serais jamais capable d'avoir ça. Fait qu'ils ont juste tranché l'apport en deux, ça a donné 15$. Puis aujourd'hui, on est bien chanceux que 15$, ça la donne avec le living wage puis le salaire décent au Québec, mais ça aurait pu être autre chose. Donc, tout ça pour dire que le 15$ de l'heure, c'est pas
pas un dogme, c'est le résultat d'un long processus d'accumulation d'expérience et d'élargissement du mouvement. Puis la lutte va continuer de se transformer comme ça. Ce qu'il faut actuellement stratégiquement penser, c'est bien sûr comment obtenir le 15$, mais c'est aussi comment construire le mouvement sur le long terme. Puis bon, le troisième aspect, c'est le dernier, c'est les facteurs de réussite des mouvements pour le 15$ aux États-Unis. Le principal facteur de réussite qui a été relevé dans la littérature scientifique, c'est le fait de construire le mouvement pour le 15$ comme un mouvement social et non pas comme un mouvement de lobbyisme politique. En fait, ces études-là ne concernent pas directement le 15$, mais ça concerne le living wage, les campagnes des années 90. Pour le 15$, je ne pense pas qu'il y ait encore d'études précises là-dessus. Mais on peut sans doute étirer l'analyse jusqu'au 15$. Donc, la différence principale entre le mouvement américain et le mouvement québécois, c'est que le mouvement américain a commencé en mobilisant les travailleurs de la base sur des enjeux précis, locaux. Donc, tantôt, je parlais de Baltimore, ça visait les travailleurs municipaux. C'est ces travailleurs-là qui ont été d'abord mobilisés pour ensuite étendre le living wage jusqu'à toute la ville de Baltimore. À New York, ça a commencé avec Fast Food Forward, les travailleurs des fast food. Donc, c'est encore un enjeu local qui a pu être généralisé jusqu'à la ville de New York et ensuite jusqu'à l'État de New York. Il y a d'autres exemples. L'aéroport de Los Angeles aussi a eu une campagne living wage. Il y avait 15 000 travailleurs qui risquaient de perdre leur emploi à cause de la menace de la sous-traitance. Puis finalement, cette lutte-là locale à l'aéroport a fini par être généralisée à l'ensemble de la ville de Los Angeles. Donc, ça, c'est le mouvement américain. Le mouvement québécois, c'est pas une critique, c'est juste ça s'est présenté comme ça. Le mouvement québécois, c'est davantage une espèce... on a réussi à faire entrer la question du 15$ dans l'espace public comme un enjeu brûlant dans l'actualité, dans les débats, dans les journaux. Tout le monde en parle, mais on n'a pas encore réussi à enraciner la lutte chez les travailleurs que ça concerne directement. Dans le fond, c'est le chemin inverse que les Américains ont emprunté. Donc, aux États-Unis aussi, il existait une tension entre les partisans dans le mouvement syndical de campagne plus lobbyiste et les partisans de campagne plus orientés vers le mouvement social. Ça marque un point de rupture dans le syndicalisme américain parce que, historiquement, le syndicalisme américain est très corporatiste, puis il est plus habitué à mener ses campagnes politiques en faisant du copinage avec le Parti démocrate ou en faisant des techniques de lobbyisme comme ça. Mais là, il y a comme un virement au niveau syndical américain. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut enraciner la campagne chez les travailleurs? C'est pas pour le fun, c'est pas pour prêcher la bonne parole auprès d'eux. En fait, c'est le seul moyen d'enraciner enraciner la revendication, c'est le seul moyen de cultiver l'expérience chez les travailleurs, puis l'expérience qui va être nécessaire à nourrir le mouvement plus tard. Donc, comme je le disais tantôt, le 15$ c'est pas un objectif, c'est un objectif en soi, mais c'est pas le seul objectif. Il faut viser la revitalisation de l'ensemble du mouvement social, puis c'est par l'implication directe des travailleurs qu'on y arrive, l'expérience américaine en témoigne. Donc aussi, ça témoigne du fait, quand les travailleurs sont directement impliqués, d'un réel rapport de force. Le fait que des militants professionnels, c'est le cas de moi un peu, des militants d'Alternative socialiste de 15+, des militants syndicaux qui prennent part aux campagnes, s'impliquent, ils fassent de l'action de visibilité, ça n'enlève rien au mouvement. Mais le gouvernement, il sait très bien c'est qui ces gens-là. Puis le gouvernement va avoir vraiment peur à partir du moment où on va voir que les travailleurs de la base se mobilisent. Puis là, c'est le risque de réaction sociale en chaîne qui se présente. Ce risque-là, le gouvernement ne veut pas le courir. C'est pour ça que des élus démocrates aux États-Unis ont accepté d'entériner le 15$ de l'heure. Puis c'est pas toujours des élus démocrates progressistes. Par exemple, à New York, c'est pas quelqu'un de la gauche démocrate qui est dans cet état-là. Mais il accepte de plier au mouvement parce qu'il préfère céder maintenant que de voir une vague de syndicalisation si le mouvement continue la lutte s'installer, ou de voir effectivement une réaction sociale en chaîne comme on en voit actuellement aux États-Unis. Donc, c'est ça. En conclusion, je pense que le débat en ce moment au Québec sur l'argumentation de pourquoi le salaire minimum, pourquoi c'est viable, pourquoi c'est une bonne mesure, doit se continuer. On n'a pas encore gagné la bataille médiatique et la bataille des idées, mais ça s'en vient. Mais il faut aussi commencer à penser à comment enraciner le mouvement chez les gens qui sont directement concernés, de faire en sorte que ces gens-là portent le mouvement. Puis c'est vers ça qu'on doit débattre ce soir aussi, je crois. Donc, merci.